Et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi. Moi, quand je me suis lancé, tu vois, j'étais entouré plutôt de personnes qui avaient un profil étudiant. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion. Je pense qu'entreprendre, on a un pouvoir sur les gens, la société, par les produits, par les services que l'on crée. C'est quoi l'entreprise qui t'a le plus marqué dans son avant-après ? Toyota fait des choses bizarres. Comment faire face à l'approche ou alors à un burn-out en tant que chef d'entreprise ? Moi, chef d'entreprise, j'ai un burn-out. Il faut savoir, parce qu'il est filou, il vous le dit pas. Bienvenue à tous dans le podcast Altitude, dans lequel aujourd'hui je vais te présenter Christophe Ordano. Je suis ravi de te recevoir, Christophe. Moi aussi, je suis très content d'être là. Excellent, plaisir partagé. On va parler aujourd'hui de différentes choses, notamment au sujet de l'entrepreneuriat, le management, et notamment avec ta spécialisation dans le lean management. Et au début, je voudrais déjà définir un peu les termes, définir voilà, ce que tu entends par là. Lean management, c'est un truc qu'on n'entend pas tout le temps. Énormément d'entreprises peut-être même l'utilisent sans vraiment le savoir, ni connaître, ni mettre un terme dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Comment tu pourrais le définir simplement ? Ouais, bien sûr, le lean management. Je pense qu'on l'entend beaucoup dans le monde de l'industrie automobile. Ouais. Chez Toyota. Toyota fait des choses bizarres, des pratiques de management, des pratiques opérationnelles. Et le truc classique qu'on voit souvent, c'est une méthode pour améliorer la production. Ok. Donc, excellence opérationnelle. Et donc, voilà, moi j'ai la chance de vraiment m'intéresser à Toyota, au Lean, aller au Japon. Et ce que je comprends, c'est plus une pratique pour dirigeants et managers, pour prendre du recul sur leur propre boîte Ok. et mieux comprendre les choses et s'améliorer. Donc, si j'avais une définition à te donner, c'est une pratique pour les dirigeants, un peu le karaté du business, tu vois, pour mieux comprendre leur boîte. D'accord. Lorsqu'elle scale, lorsqu'il y a de la croissance ou lorsqu'il y a un coup de mou, et finalement pour la faire progresser, quoi. Ok. Parce qu'ils progressent eux individuellement, quoi. Ok, excellent. Comment ils ont inventé ça, Toyota, tu sais, les origines un peu de ça, de ce terme-là ? Ce que je comprends, parce que voilà, je suis pas un historien, etc. Même si je suis allé plusieurs fois au Japon et que je lis beaucoup de bouquins, Toyota c'est métier à tisser, hein, donc c'est au début c'est des artisans, la maman qui tisse et le fils ou le mari qui essaye de soutenir sa maman et d'essayer de lui apporter un maximum de confort. Donc, quand tu vas au Japon, tu vois le métier à tisser, tu vois le vieil outil, et petit à petit, tu vois que au lieu d'utiliser la main, ils utilisent les pieds. Au lieu de regarder la machine en permanence et de contrôler la qualité, tu t'aperçois que la machine s'arrête toute seule lorsqu'elle détecte un défaut. Donc, depuis le début, tu ressens ce côté, on essaye d'apporter le maximum de confort aux gens, aux collaboratrices et aux collaborateurs. D'accord. Et on a vraiment ce travail d'ingénieur, d'avoir une bonne compréhension des choses. Ok. Puis après, à un moment donné, Toyota évolue, post-guerre ou avant-guerre, la possibilité de faire des voitures, etc. Et pour moi, quand tu vas au Japon et quand tu vas au musée de Toyota, tu ressens bien on ne sait pas construire des bagnoles. Et donc, depuis le départ, il y a ce côté, il faut qu'on apprenne. Et je pense que c'est un peu ça le truc. D'accord. Ouais, C'est-à-dire que le Lean, c'est pas un système pour améliorer la prod. Le Lean, c'est un système pour apprendre en permanence dans ta boîte. D'accord. Et tu le ressens. Donc, depuis le début, ils doivent apprendre à construire des bagnoles. Depuis le début, ils doivent apprendre à construire des usines. Ils n'ont rien de tout ça au Japon, tu vois le truc. Hein, donc, et c'est dans les années 90, tu as un bouquin, c'est le MIT, qui fait un benchmark. Et tu as un livre qui sort, la machine qui va changer le monde, où tu as un benchmark de toutes les industries automobiles et tu as Toyota qui est le meilleur sur quasiment tous les critères, quoi. Ah ouais. Et donc, ils se disent, putain, comment c'est possible qu'une boîte qui, entre guillemets, a si peu d'années d'expérience dans le monde de l'automobile, l'industrie automobile, arrive à surperformer sur tous les critères, tu vois. Et ils se rendent compte que, ils font une première visite. Et ce que je comprends dans le bouquin, c'est qu'ils ne sont pas très clairs, quoi. Okay. Ils se disent, une usine, ça ressemble à une autre usine. Et donc, on ne comprend pas, tu vois. Donc, et c'est après que tu comprends que finalement, il y a une réflexion hyper profonde et les gens sont beaucoup plus forts. D'accord. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils analysent en permanence les défauts, les trucs, les fragilités, les conneries, les bêtises. Parce qu'ils sont dans une philosophie où en permanence, on essaye de s'améliorer, à mieux comprendre. Et c'est ce qu'on va appeler en ligne l'esprit Kaizen, le Kaizen, quoi. Ok.
Ok, hyper intéressant. Je vais venir un peu sur ton parcours, ce que tu fais aussi Bien sûr. en plus. Donc toi, tu fais partie du réseau Entreprendre. Exact. Et donc du coup, ça t'amène à rencontrer énormément d'entreprises dans lesquelles tu vas les coacher un peu, les aider sur différents points. C'est quoi l'entreprise qui t'a le plus marqué dans son avant-après, dans le départ, comment tu l'as trouvé, entre guillemets, et le après, quand tu es parti de cette entreprise? Ça a été quoi le changement le plus flagrant et comment tu as pu rattraper certaines boîtes? Alors, sur Réseau Entreprendre, peut-être pour donner la définition, c'est la famille Mullier, Auchan, je ne sais pas si les gens connaissent, Auchan, etc., qui, dans les années, encore une fois, je ne suis pas historien, donc peut-être que je me trompe dans les années, mais on va dire années 80, doit faire un plan de licenciement, ça les embête, ils se disent comment on peut avoir un impact sur notre territoire, et leur déclic, leur approche, qui pour moi me touche énormément, c'est pour créer de l'emploi, il faut créer des patrons, des dirigeants. Donc, on va créer une communauté de dirigeantes qui vont apporter de manière bienveillante et totalement de manière bénévole, donc nous sommes des bénévoles, de l'accompagnement, du mentorat. Moi qui suis dans le milieu de l'accompagnement, je fais la différence entre le coaching et le mentorat. Mentorat, c'est mon expérience passée en tant qu'entrepreneur que je vais te mettre à disposition, mais déstructuré, sans trop de méthode, et démerde-toi à apprendre comment tu peux le prendre, plus un accès à un prêt d'honneur, qui est quand même un gros coup de boost. Moi, j'y suis depuis 6 ans, j'ai la vice-présidence en Occitanie, dans la région, parce que moi j'habite dans le sud de la France. Ouais. Et à ta question, les plus belles boîtes, encore une fois, c'est pas trop la boîte, c'est les parcours d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Ok. C'est plutôt ça qui me touche à chaque fois. Moi, je suis très bluffé parce qu'on va peut-être un peu parler de moi, mais quand je rencontre des dirigeants, des jeunes, moins jeunes, je me dis, waouh, tout ce qu'ils ont à leur âge, j'avais pas ça. Ouais. Je suis vraiment bluffé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est finalement la capacité à se remettre en question en permanence et de partir d'une idée. D'avoir une idée plus ou moins claire de la vision, mais de capable, alors on va pas parler de pivoter parce que est capable de l'ajuster en permanence, etc. Donc les plus belles victoires pour moi, c'est plutôt ouais, j'ai réussi à améliorer mon produit, mon service, et au bout de quelques mois, quelques années, boum, ça explose. Après, non, il n'y a pas de... Je m'interdis de citer des boîtes de Réseau Entreprendre parce qu'elles sont toutes belles, et donc venez tous rejoindre notre Réseau Entreprendre. C'est quoi le profil qu'ont les gens qui viennent, qui rejoignent ce Réseau Entreprendre? Alors nous, on a des critères qui sont c'est-à-dire quand j'organise des comités de sélection et d'engagement, la question que je pose, c'est avec l'aide du Réseau Entreprendre, est-ce que la personne qu'on a en face de nous est capable de mener à bien son projet? Ok. Ouais. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'elle est accompagnable, coachable. Ok. Voilà, donc c'est vraiment ça le truc. Parce que pendant 2 ans, tu as du mentorat. Si ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de caractère, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir une idée précise de là où tu dois mettre ta boîte. Mais si tu n'es pas capable d'écouter, de te remettre en question, c'est bizarre. Donc, voilà. Et les deux sont vrais. C'est-à-dire que tu viens nous voir, mais tu sais tout, le business est bien orienté. Limite, non, il y a d'autres réseaux. Si tu veux que de l'argent, il y a d'autres raisons. Parce que prends l'accompagnement, le réseau, la communauté, tu prends tout ça. Donc les deux sont vrais. Le deuxième truc qu'on va regarder, pour vraiment clarifier les personnes qui nous regardent, c'est on accompagne les boîtes qui ont déjà validé un produit, une idée de marché, et on les accompagne dans la phase d'après, d'industrialisation. D'accord. Tout ce qui est R&D avant création, il y a d'autres mécanismes d'accompagnement. Okay. Si vous venez chez Réseau Entreprendre, c'est plus vous avez validé un POC, vous avez déjà quelques clients, c'est le passage à l'échelle que vous venez rechercher chez nous. Valider, t'as dit un POC, une preuve of the concept, c'est-à-dire tu as déjà validé ton produit en quelque sorte. Pourquoi rejoindre Réseau Entreprendre en tant que membre? Parce que ça, c'est une bonne question. On parle des lauréats, pourquoi? On a une idée assez précise. Et par contre, pourquoi venir? Alors là, je suis à Paris. Donc, il y a plein de réseaux à entreprendre dans toutes les régions. Donc, franchement, chaque région a son réseau à entreprendre. Et même plus, c'est même mondial maintenant. Donc, moi, je peux vous dire pourquoi j'ai rejoint Réseau Entreprendre, et j'y suis depuis maintenant 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion.
Je pense qu'entreprendre, on a un pouvoir sur les gens, la société, par les produits, par les services que l'on crée. Regarde le lieu fantastique que tu as. Je veux dire, non, mais c'est vrai, tu as un pouvoir de m'inviter, de parler, il y a un impact. Et moi, moi, ce qui m'anime, c'est d'apprendre, de progresser. Donc, plus j'essaye d'aider et de transmettre des jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses, jeunes dans la maturité, pas dans l'âge, plus je suis obligé de comprendre leur business et ça me fait énormément progresser. D'accord, ouais. Le deuxième truc que je vois, et tu me diras si tu es d'accord, j'aimerais bien avoir ton avis, Avec plaisir. c'est l'isolement du dirigeant, de la dirigeante. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai ma boîte, peu importe la taille, il y a certaines situations qui commencent à devenir difficiles, sur lesquelles j'ai du mal à discuter avec les gens qui sont en interne. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que voilà, c'est un choix. Le fait d'être rattaché à une communauté de dirigeants sur lequel on a déjà plus ou moins vécu certains cas, c'est cool, ça réduit l'isolement de l'entrepreneuse et l'entrepreneur. C'est vrai que c'est un sujet, je pense, qui est essentiel pour plein d'entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs qui vont se sentir hyper seuls, notamment par le fait que l'entrepreneuriat, c'est aussi une aventure en solitaire, en solo, et on n'est pas forcément toujours entouré des bonnes personnes au départ. Je pense, par exemple, moi, quand je me suis lancé, tu vois, j'étais entouré plutôt de personnes qui avaient un profil étudiant, et pas grand monde n'a compris, tu vois, j'étais un peu tout seul dans mon truc. Heureusement, moi, j'ai de la chance, j'ai un métier où je rencontre d'autres entrepreneurs, donc je fais entrepreneur à entrepreneur, B2B, et ça me permet de sortir de cette forme d'isolement. Mais il y a énormément de personnes, quand ils vont devoir bâtir quelque chose et qu'ils vont devoir s'enfermer, justement, voir beaucoup moins de gens, ça peut créer un isolement qui fait qu'il y a de l'incompréhension autour des proches, que l'entrepreneur se sent tout seul face à ses problèmes et a du mal à pouvoir en parler à qui que ce soit parce que personne ne le comprend. Donc, en effet, je pense que c'est vraiment un gros sujet, l'isolement dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et juste pour finir après sur Réseau Entreprendre, mais on pense vraiment... Alors, Réseau Entreprendre et d'autres réseaux, et après le non-Réseau Entreprendre, des fois me perturbe parce que moi, je l'associe plus à une communauté. Ouais. Donc, on pense vraiment que la probabilité de réussir avec nous est supérieure que sans nous. Déjà parce qu'on a un fonds, une enveloppe en Occitanie, après il faut voir dans les autres régions, mais nous, jusqu'à à peu près un peu moins de 2 millions d'euros. Ouais. Donc on remercie vraiment nos partenaires bancaires de nous soutenir, parce que c'est prêt à taux zéro quand même. Donc, voilà. Mais par contre, quand un projet est accepté Réseau Entreprendre, il passe par un comité, il passe par différentes phases, il passe par le regard de 10, 15 entrepreneurs et entrepreneuses. Donc c'est un gage de sécurité pour le partenaire bancaire, et ça fait un effet de levier x6, x7 pour aller vers d'autres banques. Pourquoi ? Parce que si tu es passé par Réseau Entreprendre, c'est que tu as bien pitché, tu as été challengé sur l'équilibre financier, tu as potentiellement les aptitudes à réagir et à pivoter ou à changer d'avis et pas t'obstiner, etc. etc. Donc voilà, donc nous on pense vraiment, et c'est prouvé, qu'avec Réseau Entreprendre, il y a plus de chances de réussir, quoi. Génial, ok. Je vais revenir parce que tu fais partie des personnes que je connais qui est le plus passionné par l'entrepreneuriat, par vraiment... tu as vraiment ce côté, ce côté où tu vas creuser dans les entreprises et réussir à trouver à la source du problème et vraiment rentrer dans cette partie technique des entreprises qui est passionnant. Et je veux savoir, qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur ? Est-ce que tu as tout de suite été entrepreneur ? Et du coup, comment ça t'est venu d'aller vers toutes ces choses-là ? C'est une bonne question. Bien sûr que tu as préparé ce podcast. Il m'avait donné la liste de toutes les questions en amont. Non, je me suis déjà posé la question. Non, c'est venu au fur et à mesure. Peut-être te raconter que quand j'étais gamin, je voulais être entrepreneur. Non, c'est pas du tout le cas. Non, après, mes parents, d'une manière générale, toute ma famille était commerçant. D'accord, ouais. Ma mère, mon père, mes frangins, commerçants sur les marchés, dans des magasins, etc. Donc oui, il y a une notion de... Ils étaient entrepreneurs, mais moi, j'avais jamais eu l'idée d'entreprendre. D'accord. Voilà. Ouais. Par contre, ce que j'ai depuis de très longtemps, c'est que j'ai la passion de comprendre comment les choses fonctionnent et les relations entre un client, un produit, à comment il a été
fabriqué et comment il a émergé. Ouais, d'accord. Ce truc-là, je l'ai. Ouais. Mais aujourd'hui, je déclare officiellement depuis maintenant de nombreuses années que c'est l'entrepreneuriat. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout. D'accord. Non, c'est plutôt une rencontre, hein, encore une fois. Hein. Moi, j'arrive, pas perdu, mais j'arrive stagiaire dans une boîte. À tester, passionné par l'informatique, le développement et donc cette logique de création, conception. Donc c'était ça un peu ton départ. Mon driver, c'est plutôt la conception. D'accord. C'est-à-dire la création, le fait de voir émerger une forme et que cette forme, elle ait un impact sur les gens. Et je me suis rendu compte après quelques années que concevoir des produits, concevoir une entreprise, c'est à peu près pareil, quoi. Il y a des mécanismes identiques, il y a une notion de croissance, de décroissance, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des équilibres, des déséquilibres, etc. Et donc c'est ça qui me passionne. Donc ouais, c'est plutôt une rencontre, j'en ai fait plusieurs de rencontres, mais rencontre avec Olivier, coucou, je te fais un... qui me prend stagiaire. Ouais. Franchement, avec le recul... À quel âge là t'avais ? J'avais 22 ans, 23 ans. Okay. Il me prend stagiaire, je bluffe sur mon CV, je pense qu'il le voit. Donc non, au début, je postule pour un emploi. J'ai pas le niveau, ce qui me paraît pas totalement déconnant parce que voilà. Donc, mais je suis tellement assis devant lui, etc., que je lui raconte une belle histoire. Et là, il me dit ça vaut le coup. Donc, il me donne la possibilité de faire un stage. Ouais. Et à l'époque, on est très loin. On est dans les 2002, je t'ai dit 2002-2003. Je crois que c'est la Coupe du Monde. Non, c'est la Coupe d'Europe. Ouais. Et il a une idée, c'est de retranscrire des événements sportifs en temps réel. Ok. Donc, il me fait développer ça. Langage de technologie de l'époque, Flash 5. Et là, je kiffe grave. Par contre, je suis nul. Hein. Ouais, je suis nul. Si tu vois le code, il est pourri. Mais par contre, je suis tellement à fond, etc., qu'au fur et à mesure, 14 ans après, je termine co-gérant, associé. Avec lui, on a monté plein de projets, quelques boîtes, etc. Okay. Et c'est un peu ce que je dis aux gens, mais c'est-à-dire qu'il y a une notion de oser et il y a une notion de rencontre. Ouais. Et on en parlait en off tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à toute la rencontre. Et même quand elles se terminent, elles avaient une raison. Sans être dans le truc podcast spirituel. Mais ouais, je crois vraiment à ça. Donc voilà, grâce à lui, il m'a donné la possibilité de faire plein de trucs. Quoi. Ok. C'est un peu de cette expérience, à partir de cette expérience que tu te bases pour aujourd'hui aider les autres à justement pouvoir avoir cette flamme et se concentrer. Vu qu'on a dit que le Lean, c'était une pratique pour les dirigeants, les managers, mais pour toute l'entreprise. Mais s'il y a des gens qui doivent vraiment pratiquer au début, c'est les dirigeants, parce que leurs décisions, elles ont un impact sur toute la boîte. Et généralement, le Lean, c'est apprendre à changer d'avis sans trop foutre la groue dans sa boîte. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, j'ai pris une décision, elle n'est pas bonne, ou elle est plus bonne, ou elle est conne. Et c'est pas grave, c'est cool. Donc voilà. Mais moi, j'ai fait le même voyage et j'ai encore le même voyage parce que je pratique personnellement. Donc quand je commence, et donc là, je refais un mea culpa parce que souvent je fais des mea culpa, je deviens stagiaire, le truc habituel, stagiaire, développeur. J'ai failli crever en tant que développeur parce que j'étais pas bon, mais après, je me retrouve bon parce que je donne à fond et que je suis passionné. Je suis un gars passionné. Et comme d'habitude, il y a progression et tu passes chef de projet. Ouais. C'est bon. Chef de projet. Par contre, qu'est-ce qui se passe, chef de projet ? Je suis nul. Je suis nul. J'ai en plus une éducation particulière qui m'amène à être dans un mode de management contrôlant. Et donc, je n'ai pas confiance en gens, ou du genre, style, je fais confiance, mais pas vraiment confiance, donc mea culpa. Bon, et je suis nul, quoi. Et donc là, pareil, encore une fois, il faut que tu apprennes à devenir bon manager, il faut que tu apprennes. Et après, petit à petit, pareil, je progresse. Je passe directeur, et jusqu'au jour où on scinde la boîte en deux, on monte une boîte à Singapour, on fait des projets IT for Equity. Bon, bref, ça commence à prendre plein de trucs. Travaille pour la grande distribution, merci Système U, merci Leclerc, parce qu'encore une fois, merci à ces grandes enseignes qui nous ont fait confiance à une période de notre vie et qui nous a permis de progresser. Et là encore, je deviens dirigeant. Ouais. Donc, il part, mon ami Olivier, à Singapour, et après, etc., 8 heures de décalage horaire, là tu apprends la vitesse de la lumière et tu fais toutes les conneries. Ouais. Et ouais, en 2008-2009, je sens que je suis à la limite de je vais crever, mais pas crever au sens propre, crever en sens
j'y arrive pas. Mm. Ce qui est très bizarre, c'est que merde, ça marche. Ouais. Dans le Ok. sens où c'est cool, le système U nous a fait confiance. On dématérialisait tout ce qui est tract pub et promo, les catalogues papier que tu as dans ta boîte aux lettres à l'époque, et on les amenait sur le web, on les amenait dans les mobiles, on les amenait plein partout. Donc, tu vois, ça prend. On travaille après pour Leclerc et pour la grande distrib. Et donc, ce qui est fou, c'est que tu as de la croissance, mais tu sais pas comment l'absorber, et D'accord. il y a tout qui craque. Ouais. Et t'as le truc, et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui c'est ce que je transmets, hein. T'as le truc qui est, mais putain, tout repose sur moi. Bah, c'est normal, tu développes pas l'autonomie vraiment des gens, Ouais. t'orientes pas réellement les gens, t'as mis en place des conneries dans ta boîte et t'as pas la lucidité de les enlever régulièrement. Quand t'as mis en place des conneries dans ta boîte, c'est pas que t'es con, c'est juste qu'à un moment donné, ça valait le coup à un moment donné, mais ça vaut plus le coup quand t'as un deuxième gros client qui arrive et après un troisième, etc., etc. Ah, mais c'est hyper intéressant. Ça m'amène justement à un petit espèce de petit jeu que je t'ai préparé, où, donc par surprise comme tout à l'heure, où je voudrais te parler de problématiques que peuvent rencontrer les dirigeants. Donc j'ai plusieurs problématiques Putain, que j'aimerais t'exposer. Il a bossé, hein. Il a bossé. Donc plusieurs problématiques que j'aimerais t'exposer, que peuvent rencontrer n'importe quel dirigeant d'entreprise, et comment tu les résoudrais. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te poserait cette question-là en quelques mots? L'idée, c'est de te parler tout d'abord, par exemple, comment faire face à l'approche ou alors à un burn-out en tant que chef d'entreprise. Moi, chef d'entreprise, j'ai un burn-out. Toi, chef d'entreprise, tu as un burn-out. Enfin non, comment tu fais pour anticiper un burn-out ou alors y répondre si c'est trop tard, tu vois? C'est une bonne question. Putain, franchement, c'est vraiment une bonne question. J'ai un modèle, ça vaut ce que ça vaut. Ok. Et encore là, on va... Pour amener à un burn-out, tu as plein de facteurs contributifs. Et moi, ce que je vais te parler, c'est ce que le dirigeant ou les managers ou les collaboratrices ou collaborateurs peuvent maîtriser dans le cadre professionnel. Ok. C'est-à-dire, je prends un exemple, si t'es pas bien avec ta chérie ou ton chéri, si malheureusement une personne proche dans ta vie est décédée, ça rajoute des facteurs. Ouais, etc. bien sûr, qu'on Tu vois peut le pas truc. mettre dans la boîte. Mais... Voilà, juste pour info, quand même, 39-40 ans, j'étais à la limite du burn-out. Ok, Ce ouais. qui fait qu'à un moment donné, quand je parle aussi du truc, c'est beaucoup plus, comment dire, je le vois et je l'ai vécu aussi de l'intérieur. Ok, ouais. C'est-à-dire que ton cerveau, il part en vrille et c'est super dur de le rattraper. Ok, ouais. Donc, voilà. Non, pour moi, il y a trois... la puissance du Lean, c'est qu'il y a énormément de modèles. Si un jour ça vous intéresse, je vous invite à vous intéresser au modèle de Karasek. Il rattache finalement la surcharge ou la charge cognitive, trois facteurs. La demande. Donc, par exemple, aujourd'hui, on fait un podcast, on est en train de produire quelque chose. Si c'est la première fois que je fais un podcast, et on en parlera tout à l'heure parce que vous avez en face de vous la première personne. C'est ma première fois, c'est avec lui, devant une caméra vraiment pendant 2 jours. Mais tu vois, la première fois, tu augmentes le niveau de stress. Ah ouais, bien Donc sûr. il y a un truc à regarder en tant que dirigeant et plus manager qui est la demande. Ok. Vous allez demander des choses à vos collaboratrices, collaborateurs. Cette demande-là, si c'est la première fois qu'ils le traitent, vous avez de fortes probabilités que vous ajoutez plus 1 en termes de niveau d'intensité et de stress. Le stress n'est pas mauvais, mais c'est juste que si tu le provoques trop fort et que ça devient très souvent, ça peut déclencher. Donc, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que c'est des tâches qui demandent beaucoup de sucre, qui sortent vraiment les gens de leur zone de compétence. Pareil, c'est des tâches où ils vont se faire chier, s'emmerder, qu'ils ne veulent pas faire, etc. On va regarder la qualité de la demande, c'est-à-dire quand je te demande de faire un podcast, ça fait 3 fois que je te demande de remplir ta feuille, etc. Elle n'est pas remplie, donc la demande est morcelée, donc il faut que je me batte. Donc il y a un truc qu'on regarde au niveau de la demande. Ok. La particularité du Lean et de mon métier, c'est de pas trop donner de solutions, sauf si on me demande. Et là, je dis Christophe. Et en mentor, je peux donner mon expérience. Par contre, quand j'arrive en mode accompagnateur ou praticien Lean dans une boîte, c'est plutôt j'oriente, comme je te donne, avec des théories. Et on peut aller voir sur le terrain. Mais après, c'est pas ma boîte. C'est la boîte des gens. Et donc, c'est à eux de faire le taf. Bien sûr. Le premier truc que je regarderai, c'est la demande. Ok. Deuxième truc que je regarderai, c'est le soutien. Je ne sais pas faire de podcast. Je suis là devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un? Salut, je ne sais pas faire. Est-ce que tu peux me dire comment on va se présenter? Est-ce que tu peux me mettre à l'aise? Est-ce que tu m'apportes un support nécessaire
pour m'apporter du confort. Est-ce que tu es là, quoi, tu vois. Donc, pareil, s'il y a personne, je suis en galère et je la demande, je sais pas la faire, on m'en a mis à 10, 20, 30, ça dégueule de partout, et quand je fais coucou, j'appelle à l'aide, j'ai personne, boum, ça augmente le risque de burn-out. Ok. Tu vois le truc. Et enfin, vraiment, le troisième, c'est est-ce que j'ai du pouvoir, du contrôle sur ce que je fais. Il appelle ça l'attitude décisionnelle. C'est-à-dire que je suis en train de faire le podcast, toi tu me dis à un moment donné, ça serait bien que tu t'assoies comme ceci, comme cela. Je sens que ça le fait pas. Est-ce que j'ai quand même le pouvoir de dire, est-ce que je peux faire comme ceci, comme cela, etc. Si tu me dis non, tu m'en as mis plein la gueule, des choses que je sais pas faire, des trucs que je me fais chier, je peux pas demander à l'aide, et en même temps, j'ai pas le pouvoir, je suis contraint. Alors voilà, vous avez les techniques. Si vous avez quelqu'un dans votre boîte que vous aimez pas, vous faites ça, et il y a de grandes chances qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, voilà, etc. Ok, très intéressant. Je veux voir aussi une problématique qui revient très souvent chez les dirigeants, qui est au sujet de la concurrence. Comment faire pour éviter cette pression-là de la concurrence et arrêter de se dire tout le temps, là, il y a la concurrence qui fait mieux, il y a la concurrence qui fait ci. Comment faire pour tirer un bénéfice de la concurrence en prenant peut-être les bons aspects des autres entreprises au lieu de se dire juste ils font mieux que moi, j'arrête. C'est une bonne question. Hein. Donc, merci. Je suis entrepreneur, un petit investisseur. J'investis dans quand même quelques boîtes, start-up, Silicon Valley et PME en France. Et après, via mon réseau Entreprendre et d'autres. S'il n'y a pas de concurrence, souvent je suis inquiet. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire déjà. Voilà, inquiet ou c'est bizarre. Après, peut-être que waouh, il se passe un truc que j'ai pas compris, mais souvent c'est voilà. Donc c'est d'une manière générale c'est cool. C'est qu'il y a un marché, il est sophistiqué. Bon bref, sans rentrer dans les théories complexes, voilà. Non, en ligne, et donc demain je bosse, je fais du lean engineering. La concurrence, c'est plutôt, vu qu'on est des ingénieurs, on a une idée plutôt claire des préférences de nos clients. Mais par contre, Toyota dit client un jour, client toujours. Et hyper, comment dirais-je, fait des gemba, va sur le terrain et essaye de comprendre précisément, être hyper intime avec ses clients. Et on va comprendre en termes de préférences clients. Je raconte des conneries parce que j'y connais rien, mais un podcast, il faut que ça soit facile d'accès. Est-ce que ton lieu est facile d'accès ? Est-ce que tu m'as mis en confiance quelques jours avant pour venir ? Est-ce que tu m'as préparé warm-up, tour de chauffe, etc. T'as vu un peu, je te raconte tout ça en live, mais c'est un truc de fou. Ça sort comme ça. Voilà, donc tu vois, tu as une idée plus ou moins claire des préférences clés. Et en face, tu vas le fournir ton produit. Tu es d'accord ? Et tu es d'accord que tu es en concurrence avec d'autres boîte de podcast. Ouais, bien sûr. La vraie question, c'est toi, où est-ce que tu es à 90% ou 100% sur les fonctions ou sur les critères sur lesquels il ne faut pas déconner. Facile d'accès, mais il aurait pu faire mieux, mais c'est good enough sur ça. Par contre, sur quoi tu es le plus fort sur un critère ou deux critères, et en ligne, on appelle ça le 80 plus alpha, qui fait que, boum, tu vas déchirer tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Donc, miser sur les points différenciants des autres entreprises concurrentes. C'est ça, mais, voilà. Mais c'est un travail d'ingénieur, donc c'est un choix. C'est une hiérarchisation de priorités et de valeurs. Ouais, et puis c'est le résultat d'écoute des clients aussi. Pour que ça change, ça bouge, etc. Et tu peux avoir tort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, vu que tu le fais régulièrement, voilà. Et donc, il y a un travail régulier à faire. En ligne, on appelle ça le tear down. C'est que tu démontes sur un axe précis un de tes concurrents. Tu le respectes, mais tu démontes son produit pour essayer de comprendre. Ouais. Je parle pas de copier-coller. Ouais. C'est à toi de décider si tu copies-colles parce que tu as envie de copier-coller. Mais par contre, ce que tu as envie, c'est de comprendre lui, l'accueil du client. Christophe, quand il est venu, là, vous savez pas, mais on a mangé ensemble. C'est cool. On a mangé ensemble, voilà, on a pu discuter pendant 1 heure, 2 heures, etc. Ça, dans ton produit, c'est hyper important. Toi, le truc. Les autres ne le font pas, toi, tu le fais. Si les autres ne le font pas avec ça, en le démontant, tu dis, finalement, la préparation de la personne qui va pitcher, présenter, c'est cool. Comment on le fait, etc. Tu vois le... Ouais, très intéressant. Ouais, c'est clair. J'ai une avant-dernière problématique. Et après, c'est fini.
Avant, on arrête le podcast. Après, on arrête tout. Ouais. Non, on arrête ce jeu de problématiques de dirigeants. Non, mais vas-y. Mais tu as aussi un gros enjeu, et moi qui m'avait vraiment intéressé lors d'une conférence, qui fait partie du recrutement, qui est dans cette partie comment faire son premier recrutement. Et là, je vais te l'élargir un petit peu, pas simplement pour des CDD, CDI. On va prendre aussi, par exemple, demain, j'ai besoin d'un monteur, par exemple, à plein temps. Comment je fais pour pouvoir recruter correctement la personne? Quelles sont les questions à poser? Quels sont les red flags, on va dire, chez quelqu'un lors d'un recrutement? Déjà, le truc qui serait intéressant de savoir, c'est quand tu vas recruter une personne, est-ce que tu es clair sur le poste, sur ce qu'elle va faire? Est-ce que si tu recrutes un monteur, ça se dit une monteuse? Je sais pas. Ouais, ça se dit. Une monteuse. Est-ce que j'essaye de faire gaffe, faire féminin, masculin? J'essaye, parce que je suis pas encore très fort. C'est pas pareil de se dire ce poste, je le connais pas, j'ai jamais fait de ma vie. Que c'est bon, je l'ai déjà fait 5 ans, 10 ans, j'en ai déjà, etc. Tu vois, pourquoi si tu l'as déjà fait, bah, il faut que tu clarifies, je ne vais pas trop feuille de mission, mais tu clarifies ça veut dire quoi réussir, ce qu'on pourrait dire le brief, c'est quoi l'intention, qu'est-ce qu'on cherche à réussir, etc. Encore une fois, si tu fais le lien par rapport au burn-out, ça permet de mettre en sécurité les gens. Est-ce que je suis OK, not OK? Est-ce que la demande, je vais savoir la faire, pas la faire, etc. Deux, c'est pas parce que tu recrutes que bah, tu soutiens pas. Donc voilà. Mais ce qui est pour moi aujourd'hui clé dans tous les recrutements que j'ai fait et que je fais encore, bah, il y a s'intéresser vraiment aux gens. Vraiment, et aller au-delà d'un CV. Mais deux, trouver le moyen le plus rapidement possible de faire un test, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà. Donc nous, on a aussi un cabinet de conseil pour pouvoir accompagner des boîtes dans leur transformation en ligne, etc. Bon, bah voilà, à un moment donné, tu vas manipuler des concepts. Bon, bah cool. Tu les connais, bah, je te les présente, on en parle pendant 1 heure, 2 heures. Tu ne les connais pas, je te les présente. Et vas-y, fais un test, mais dans un contexte où tu es en sécurité. La cuisine, l'automobile, je suis bricoleur, etc. pour le plus rapidement possible tester la personne en situation et surtout avoir une conversation. Alors peut-être que c'est comment dirais-je, un biais que j'ai, mais le Lean, l'approche de Toyota, la pratique du Lean, c'est je discute avec la personne par l'intermédiaire d'une pièce, d'un livrable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je recrute un monteur ou une monteuse, je vais discuter par rapport à ce qu'elle a monté. Ouais, ok. Et ce qu'elle a monté va m'amener à un aller-retour, une conversation. C'est ça que tu appelles une pièce, c'est un peu son portfolio. Un livrable. Donc là, par exemple, on fait un podcast, c'est livrable. On va faire des shorts, ça va être un livrable. On va faire un post LinkedIn, c'est un livrable. En ligne, on appelle ça une pièce. Une sorte de métaphore pour avoir un langage commun. Mais quand j'aurai une conversation avec toi, j'ai une conversation avec toi par l'intermédiaire de la pièce, le livrable. Mais c'est une marque de respect forte ensuite. Parce que ça veut dire, bon, bah voilà, montre-moi. Donc, le brief, c'était pour réussir, voilà ce qu'on cherche à réussir. On monter correctement une vidéo, j'en sais rien. Il ne faut pas qu'elle dépasse tant de temps. Il ne faut pas que, en termes d'éclairage, je ne connais rien à ton métier. Hein, donc, surbrillance, blablabla, tu vois. Si ce n'est pas le cas, pour moi, ce n'est pas game over. Mais c'est, explique-moi. Ouais. Pourquoi tu vas chercher? Parce que vraiment, la pratique du Lean, c'est que je m'intéresse pas trop à ce que fait la personne, mais je m'intéresse à comment elle pense, comment elle réfléchit, pourquoi elle le fait. Et il y a une raison. Donc voilà. Donc elle savait pas balance des blancs, j'en sais rien. Mais par contre, tu sens que c'est un truc qu'elle va acquérir facilement. Cool, balaboum, quoi. Tu vois. Donc, d'accord. Donc ce serait plutôt faire un test, mais par contre pas le test en mode déjà être curieux, s'intéresser vraiment aux gens, les respecter. C'est pas pareil si tu as un poste que tu n'as jamais fait de ta vie ou que tu as déjà fait. Si tu n'as jamais fait de ta vie, ça va être compliqué de pouvoir jauger, juger. Donc voilà, mais si tu l'as fait, c'est beaucoup plus facile. Et après, toujours faire un test, mais par contre, par l'intermédiaire du livrable de la pièce et d'avoir une conversation hyper cool et hyper honnête. D'accord. Et moi, des fois, bah, la personne ne fait pas une bonne pièce. Si elle est 100% mauvaise, bah là, il se passe un truc. Désolé. Par contre, si elle est
pas bonne complète, mais par contre, il y a 3 erreurs, c'est hyper intéressant d'avoir la conversation. Et si la personne, tu sens qu'elle réagit bien, etc., tu dirais, putain, c'est cool, ça veut dire que tu vas pouvoir l'amener, elle va pouvoir progresser, il y a un potentiel. J'ai interviewé Thierry Pic, un dirigeant la semaine dernière, 4500 collabs, Clinitex, vraiment génial. Il a vendu sa boîte, vraiment extraordinaire. J'ai pris un kiff phénoménal. Et lui, il fait la différence entre talent et potentiel. D'accord, ok. Talent figé, ce que j'ai cru comprendre, mais potentiel. Ouais. Donc, c'est comment tu développes les conditions pour que les gens expriment leur potentiel. Ok, ouais, regarde les perspectives d'évolution un peu de là. Okay. Voilà, et donc c'est pour ça que si tu... peut-être qu'un jour, je t'inviterai, je dirais à Tiffany G-Web de venir à ton podcast, qui est RH, et elle regarde la curiosité. D'accord, ouais. Ah, ok, ouais. C'est une boîte qui pratique le lean, et donc le lean veut dire régulièrement s'interroger, comprendre, se challenger. Donc si les gens sont pas curieux, c'est pas ça un truc. Ouais, bien sûr, c'est clair. Ça répond à ta question? Ouais, complètement. Je sors un petit peu là du domaine du lean, etc. Mais il y a un cas que je vois souvent, même auprès des gens que je côtoie, etc., qui s'expatrient beaucoup, qui vont peut-être à Dubaï ou à d'autres endroits où la pression fiscale est moindre. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de penser, de se dire, bon, la pression fiscale est trop forte, j'y vais, malgré qu'on n'ait pas forcément des résultats qui soient énormes pour le moment. Est-ce que tu penses que c'est la peine de se dire je m'en vais déjà, ou est-ce que c'est la peine, ou est-ce qu'il faut persévérer un petit peu et j'aimerais bien ton avis là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'il est filou, il vous le dit pas. Il nous fait remplir un tout petit questionnaire et il dit est-ce qu'il y a des sujets que tu veux pas qu'on aborde? Et moi j'ai dit vas-y, open bar, aucun. C'est dommage qu'il n'y ait pas ma femme, ma chérie. Ça commence à me faire chier. Il y a des trucs qui commencent vraiment à m'emmerder. Non, moi, je reste ici, je vais ici et je vais bosser là. Ouais. Je suis plutôt défenseur de là. Ça commence vraiment à m'emmerder. Le côté, parce que l'idée du lean, c'est on réfléchit en permanence sur là où on met la valeur. Et j'ai de plus en plus, je ressens tout cet argent qu'on dépense, où il va, comment il est utilisé, etc. Et ce qui m'a vraiment choqué et perturbé, c'est un ami à moi qui a eu un accident de moto l'année dernière. Je suis allé le voir à l'hôpital 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'est-à-dire, c'est pas possible qu'il y ait autant d'hôpitaux en France où c'est pourri, etc. Et, voilà, et pourtant, les gens ont envie, quoi, je veux dire. Donc voilà, donc il y a un truc là-dessus. Non, l'astuce de Toyota, c'est de dire on va regarder les coûts de nos conneries. Ok. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre l'entreprise Valenciennes, de voir ses résultats et de les comparer à d'autres entreprises en France et de se dire c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'intéressent au lean. Ouais. Parce que l'idée de Toyota, c'est de se dire on a des coûts qui sont comme ça et ils sont valables pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que là, à Paris, je vais payer mon loyer, c'est le même, sauf si tu as un podcast à 30, 40, 50, 70 km. Mais dans la zone, tu es d'accord que plus ou moins ça va être ça. C'est ça. L'électricité, plus ou moins. Le matos, plus ou moins. Je veux dire, après, peut-être que tu vas rogner sur un peu la qualité, etc. Plus ou moins. Donc, tu vois, les coûts, ceux-là, tac. Tu vois, par contre, l'astuce de Toyota, c'est de dire qu'on ajoute une surcouche à tout ça, lié à nos conneries, lié à nos idées fausses. D'accord, ouais. Ok. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on entend beaucoup la chasse au gaspillage, mais c'est plutôt la chasse à nos idées fausses, à nos conneries. On en parlait tout à l'heure. J'ai le droit, tu me bien sûr, les tubelènes. On parlait des tubelènes, mais je l'ai fait pareil, quoi. Et c'est pas grave, tu vois, j'ai une idée, je pense que ce modèle-là, il est OK. Je l'achète et toi-même tu me dis non. Ouais, finalement j'aurais pu mettre 100 € de moins dedans, quoi. 100 € de moins, etc. Mais ça ramenait partout dans la boîte tout le temps. Ouais, ok. Ce qui fait que on a l'impression que le lean est une démarche de réduction de coûts, mais par une meilleure compréhension de là où tu mets la valeur et donc par le capital humain. C'est parce que toi et moi, on est de plus en plus forts sur qu'est-ce qui va donner le sourire du client, du collab, etc. Qui fait que, mais bien sûr, vas-y, prends le truc à 300 balles ou 500 balles, même 700 balles, parce que c'est pas en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est le 80 plus alpha, faut y aller, quoi, tu vois.
Mais cette connerie-là, on l'a déjà faite, on va moins la faire, donc Ouais. ça sert à rien, etc. C'est pour ça que peu importe l'endroit sur Terre où tu es, en termes de concurrence, normalement, si tu arrêtes de faire des conneries qui te coûtent super cher, il va se passer un truc en Ouais. termes d'avantages, etc. Après, ouais, ça me fait de plus en plus chier de voir quoi. Il y a de plus en plus d'endroits ou de situations où on dépense de l'argent et je me pose la question de pourquoi, et combien, et ça c'est assez relou, quoi. Ok, ouais, intéressant. Ok. Repose-moi la question dans 2 ans. Ouais, c'est ça, ouais, C'est intéressant. exactement. Parce que je suis en train de bouger sur plein de trucs, donc peut-être que dans 2 ans, je te dirai, allez, viens, on se casse. C'est ça. J'y crois pas, hein. Aujourd'hui, Ouais. c'est vraiment pas le message. Mais bon. Ouais. Ok. Bon, super. Justement, maintenant, tu disais que tu allais avoir plein de projets, que ça va bouger. J'aimerais qu'on parle de ton projet Learn to Scale, dont Ouais. dont tu me parlais. Est-ce que tu peux nous le pitcher? Oui, bien sûr. Alors, c'est Régis Medina, mon associé, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Learning to Scale. Vraiment, tu as envie de te mettre à la pratique. Tu as envie déjà de comprendre ce que c'est le lean et tu as envie de faire tes premiers pas. Pour moi, c'est le bouquin idéal à lire. Et derrière, on a monté une académie. Donc, une académie de coaching et de formation pour pouvoir t'aider à acquérir les fondamentaux lean en 8-9 semaines. Acquérir les fondamentaux veut dire commencer à pratiquer. Mais le lean est une pratique, hein. Donc si tu joues au paddle, si tu joues au golf, etc., tu vas commencer 8 semaines, mais à un moment donné, faut que tu continues à pratiquer. Ouais. Voilà. Et donc on a un ensemble de programmes, et là on est en train de sortir des programmes dédiés à la vente, à la tech, à la partie product, engineering, des sujets sur lesquels on est vraiment passionné. Régis, Philippe, Camille, Antoine, bref, toute l'équipe, Agathe, côté finance, pour pouvoir soutenir cette démarche de ok, j'ai envie de comprendre et de pratiquer, boum. Okay. Donc, on a une académie de coaching, de formation, Learning to Scale, et on va, nous, régulièrement sur le terrain, avec les dirigeantes et les dirigeants, toi, un peu comme je te disais tout à l'heure, pas trop pour dire exactement aux gens quoi faire, mais toujours pour essayer de poser le pas d'après. Et essayer d'amener les gens à changer de perspective et à voir la situation différemment. Okay. Un peu le burn-out, tu arrives avec un modèle, une théorie, il y en a beaucoup, hein, mais ça aide à aborder la situation et à repartir et à améliorer les choses, quoi. Ouais, exactement, c'est clair. Je vais me reprendre un peu ma fiche parce que voilà, je sais que toi, tu as une mission maintenant avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas juste créer des boîtes, etc. Pour toi, ta mission, c'est changer la vie des gens grâce à l'entrepreneuriat. Entreprendre pour se réaliser, c'est tes mots. Comment tu appliques tout ça aujourd'hui? Je sais que tu as créé du coup ton média il y a quelques temps pour pouvoir le diffuser à un plus grand cercle de gens. Comment ça se passe du coup avec ce média, avec cette mission? Qu'est-ce que tu fais pour l'accomplir? Sans rentrer très très loin et en profondeur, mais bon, gamin, j'ai vécu des trucs un peu space, relou, etc. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Olivier, mon dirigeant, puis après associé et ami, quand j'ai rencontré Régis et d'autres personnes, hein, je me suis vraiment réalisé, construit et on passe un temps fou à travailler. Et quand tu vois des boîtes ou des gens qui se font chier dans ce qu'ils font, etc., et quand tu regardes le temps, là, dans la journée, dans la semaine, là, il y a un truc sur Instagram, le télétravailleur ou le télétravail. Ah ouais, je vois. J'adore ce mec, il Ouais, me fait trop ouais, rire. c'est Il y excellent. a un verre qui s'appelle Butez-moi, là, je kiffe ces vidéos, elles me font trop rire. Mais d'une manière générale, c'est un peu ça. Donc moi, ce qui me kiffe, et c'est pour ça qu'avec Régis, avant d'avoir monté Learning to Scale, on a monté un cabinet de conseil qui s'appelle Keenly. Okay, ouais. Keenly en anglais, c'est how to be keen, c'est comment être éveillé, c'est cette étincelle. Donc moi, vraiment, je marquais un point quand j'arrive dans une entreprise et qu'il y a une personne qui me dit ah ouais, ou ah putain, j'avais pas vu le truc comme ça, ou ah putain, c'est génial, etc.
c'est comme ça que je me nourris, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les dirigeants, ça peut pas dire que c'est facile. C'est juste que, ah ouais, j'ai une nouvelle façon de voir le truc, c'est cool, je veux en découdre, etc. Au tout début, c'était je veux réparer le monde du travail. Ok, ouais. Je me rappelle C'était ta première mission, donc. Ouais, tout début, Ouais. ouais. Mon thérapeute, là, il y a 3-4 ans, il m'a dit, vous êtes sûr, bon, réparer le monde du travail, ça fait. Là, moi, aujourd'hui, c'est plutôt rendre le monde du travail plus intéressant. Ouais. Ok. Baisser un peu le niveau de pression, tu vois. Donc, Bien sûr. Ouais. mais rendre le monde du travail plus intéressant, c'est si les gens peuvent. Ma vision du management, c'est si les gens ont la possibilité de s'exprimer sur un truc sur lequel ils se sentent forts, ils ont un moyen de progresser, si ils ont la capacité d'approfondir leur expertise. Là, tu vois, tu kiffes, tu as mis des caméras, tu m'as montré ta salle de montage, tu sens que tu vois, tu kiffes. Voilà. Et si derrière, on arrive à trouver le moyen d'améliorer les relations entre les uns et les autres, alors pour moi, c'est ça ma mission. Ouais. Donc voilà. Et donc, il y a 2 ans, 2 ans et demi, le constat que j'ai fait, c'est que le lean et d'autres approches sont vraiment des options hyper crédibles pour redonner une valeur au travail et de voilà, entreprendre différemment, redonner une place centrale aux clients et aux collabs, etc. etc. Et je me suis dit, ouais, le lean, c'est cool, mais waouh, ça manque un peu de fun, etc. C'est, comme je t'ai dit au début, rattaché au monde de l'industrie automobile, excédence opérationnelle, etc. Et comment, aujourd'hui, on pourrait vulgariser, rendre accessible cette approche-là en utilisant les nouveaux codes de communication, TikTok, Instagram. Donc là, pendant un an, j'ai tout testé, mais dans une logique de vas-y, je teste. Ouais. Je sais que je mets de l'argent à des endroits qui ne servent à rien. Et c'était plus dans une logique de R&D, de me forcer, de mettre des trucs un peu partout pour voir. Et voilà. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, on a posé une mission. J'ai posé une mission et j'ai des gens qui ont eu envie de se connecter à ça. C'est pour ça que tu as ce petit Daruma qui est là. On a accroché le 100 000. On veut éveiller, toucher 100 000 personnes. Notre objectif, c'est que grâce aux médias qu'on a créés qui s'appellent Time to Gemba, on veut, quand tu auras nos vidéos, nos contenus, si tu as des situations business difficiles, managériales difficiles, ou si tu as envie d'entreprendre, grâce à ce média, tu vas pouvoir avoir de l'enthousiasme, tu vas avoir des gens qui vont t'inspirer, etc. etc. Ouais, donc, c'est vraiment ça. Gens, Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas touché les 100 000 personnes, on ne s'arrêtera pas. Je suis un peu dans la merde, donc faut que voilà. Donc l'idée du Daruma, c'est que tu fais ce vœu, tu mets cette statuette en hauteur. Ouais. Quand tu colories le premier œil, tu la mets en hauteur. Normalement, elle t'éloigne les mauvais sorts. Okay. Et dès que tu atteins ton vœu, tu colories le deuxième œil. Ah oui, c'est ça, je m'en rappelle. Ouais. Et depuis la création du média, bien sûr qu'on a dépassé les 100 000. J'ai toujours pas colorié l'œil. On n'est pas très loin des 100 000 par mois. Ouais, génial. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que je me bouge le derrière et que je colorie l'œil en disant bon, maintenant ça va être 100 000 par jour. Ouais. Je peux officialiser aujourd'hui, c'est 100 000 par jour. Trop bien. Vraiment, c'est ça l'idée. Mais pour moi, c'est l'antichambre d'un mode de management apprenant et entreprenant. C'est vraiment le truc management entreprenant. Comment tu redonnes de l'autorité aux collaboratrices, aux collaborateurs pour qu'à leur poste de travail, ils aient le pouvoir d'explorer, tester, d'approfondir. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est un truc de ouf pour moi, parce que tu peux le voir sous l'angle j'entreprends ma boîte, je construis une entreprise, mais tu peux le voir dans l'entreprise en tant que j'entreprends un projet, j'entreprends je revois mon poste de travail, je revois le service, etc. Ouais. Et donc pour moi, c'est ça, c'est un management aidant, un management qui accompagne, un management qui favorise les conditions où les gens peuvent entreprendre ou prendre de l'autorité sur leur métier. Quoi. Et c'est marrant parce que du coup, je voulais raconter cette anecdote où nous, qu'on s'est rencontrés au tout début, toi, de ton parcours dans ce milieu de création de vidéos, de médias, où à la base, tu faisais des vidéos face cam, je me rappelle, dans un Airbnb qu'on avait loué à Montpellier, il me semble. C'était ça, ouais. La Grande Motte. Ouais, la Grande Motte, exactement. Et comment, toi, tu es passé dans ce mode-là de te dire maintenant je vais faire de la vidéo, je vais communiquer sur ce que je fais, parce que dans un sens ta mission elle aurait pu se réaliser ne serait-ce qu'avec le réseau Entreprendre. Tu sais, mais c'est vraiment une bon, après je vais pas rentrer dans le truc thérapeutique parce que je bosse encore, moi aussi je fais une thérapie, donc il y a encore plein de trucs qui
que j'ai pas encore soigné, nettoyé. Mais depuis quelques années, je suis moins dans ça y est, je suis moins dans le côté sauveur. Donc, je donne pas souvent mon avis. Je peux donner mon avis, mais si on me le demande pas, je donne pas. C'est vite, etc. Machin, parce que je peux avoir un avis sur plein de choses vu que c'est mon métier. Donc, voilà. Mais donc ça, j'ai dépassé ça. Non, ce qui vraiment, il y a plein de trucs déclencheurs, c'est que bon, ça marche sur moi. Ça marche sur des boîtes que j'accompagne, ça machin. Et il y a eu un moment là, cette boîte que j'adore à chaque fois que je cite, parce que c'est vrai que je les kiffe grave. C'est la Brigade de Véro, Arthur, Romain, une boîte dans la food. Ils rééquilibrage alimentaire, ils sont sur le bien manger. Tu veux perdre du poids, tu veux reprendre du plaisir à ce que tu manges, donc tu vas commander tes repas. Putain, les gars, je vous pitch votre boîte, un truc de fou. Ils sont bien. Toutes les commandes que vous allez avoir, là, pensez à... Commissionnaire. Non, mais vraiment, et en plus, j'achète, je mange, et voilà. Et on a fait un tournage, et cette boîte, super projet, de gros investissements, et vraiment dans une logique de, putain, on doit grossir pour avoir une taille critique sur laquelle on peut avoir un impact sur le marché, sur la vie des gens, mais tout repose sur nous, dirigeants. Tu vois, les problèmes types que j'ai vécu, que je vois régulièrement. Je vais sur le terrain, mais je vais pas sur le terrain de la bonne manière. Et alors, voilà, c'est eux qui en parlent aussi. Ils sont hyper gentils. Ils ont fait des vidéos, ils font des conférences où ils expliquent en quoi le lean et en quoi les pratiques communes. Quand je suis allé sur le terrain avec eux, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et le déclic, c'est ça, c'est que cette boîte-là, un an après, c'est pas facile. Hein. Le message qu'il faut envoyer, c'est que le lean n'est pas facile. Parce que le lean, c'est apprendre à changer d'avis et accepter qu'on avait tort. Ou accepter que ce qu'on a mis dans la boîte, on change. On avait raison peut-être à un moment donné, mais on a plus raison là. Donc, c'est accepter que ils avaient un service découpage, un service déboîtage, et là, on va revoir l'organisation. Et la boîte passe de moins beaucoup d'argent à la fin de l'année à beaucoup d'argent à la fin de l'année. Okay. Allez voir les chiffres. Ils sont publics, hein, donc ça, ils sont dans les vidéos, dans les podcasts. Années, Ouais, un an et demi. Ouais. La promesse, elle n'est pas trop... la transformation, elle dépend vraiment de ta transformation personnelle. J'insiste, je le répète, encore une fois, c'est pas une méthode pour organiser, c'est une méthode pour mieux comprendre. Et donc, c'est des exercices que tu te donnes. Donc, selon ton intensité, si je joue au paddle une fois par mois, je vais progresser potentiellement moins vite qu'une personne qui joue tous les 2 jours. Ouais. Moi, je le vois, je suis énervé, je cours un peu, beaucoup pour certains. Ouais. Mais j'ai des potes qui ont démarré plus tard que moi et ils font beaucoup plus de trucs. Eux, ils courent quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Et donc, c'est cette boîte-là, plus toutes les autres, hein, bien sûr, qui me dit, mais je me suis dit, mais c'est pas normal que... Parce que tu tombes des fois sur des dirigeants qui ont un style de management à eux. C'est un style de management contrôlant ou plus financier. Ouais. Et ceux-là, j'ai pas spécialement envie de les convaincre. Toi, j'ai pas. Ouais, si ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est leur boîte, donc c'est pas voilà. Mais par contre, eux, c'est non, au contraire, on veut construire une belle boîte. Tu vois, là, j'ai une boîte qui s'appelle Tierfess, qui ont commencé leur pratique, et c'est pareil. Ils ont des super clients, ils sont dans la food, dans la photo. Il faut vraiment aller les voir. Ils font des trucs géniaux. Alors moi, j'adore en plus l'entrepreneuriat. Donc à chaque fois que je rentre dans une boîte, j'adore ce que les gens font. Donc, parce que je m'intéresse aux produits. Et c'est pareil, quand tu discutes au début avec Thomas, Glenn, Benjamin, c'est non, la boîte, elle grossit, mais ça commence à devenir tendu, etc. Et c'est comme moi il y a 15 ans maintenant. Moi, je passe de stagiaire à développeur confirmé, chef de projet, directeur. Puis après, j'ai des boîtes, etc. Mais je sais pas faire. Ouais, c'est ça. Je sais pas faire, donc il faut juste que tu apprennes. Et le lean, c'est un accélérateur. Donc c'est Régis qui avait sorti ça, et on a, je crois, sur notre baseline de notre site internet, c'est gagne 20 ans sur ta carrière de leader. Ouais. C'est-à-dire que le lean, c'est ça 70 ans, 80 ans, je sais plus. Ouais. Donc quand tu t'intéresses à Toyota et que tu étudies leur modèle, un peu. Quand tu me parles, en plus, après on n'avait pas préparé, donc après les gens peuvent pas savoir, mais tu vois, j'ai une réponse. Mais j'ai pas une réponse parce que j'ai une réponse parce que j'ai des théories. Ouais, bien sûr. Après, ces théories, des fois je pratique, des fois je pratique pas. Là, j'ai pratiqué sur tout ce que tu viens de demander. Et donc, c'est ce truc-là
où je me suis dit à un moment donné, c'est pas normal, faut que ça se sache. Ouais. Le deuxième constat, c'est le nombre de fois où on m'a dit c'est dur, c'est écrit en japonais, c'est austère, c'est réservé à une élite, Ah ouais. c'est un club fermé. T'as juste envie de démocratiser. Et je me suis dit, c'est pas normal. Hmm. Que le produit que les gens en font, bah, c'est leur produit cool. Hmm. La semaine dernière ou il y a 15 jours, j'étais avec des potes en disant si je montais un restaurant de viande, je ne ferais que de la viande bleue ou saignante. Donc, bien cuit, etc. J'ai dit non, c'est un concept de viande. Je ne ferais que et donc il y a une notion de club, tu vois. Ouais. Mais pour moi, le lean est open source. Ouais. C'est-à-dire, le lean, c'est j'étudie Toyota, j'essaie de comprendre et je l'applique à mon cœur de travail, mon business, etc. D'accord. Et ma vision du lean, c'est qu'elle est open source. Hmm. Elle est là. Et après, tu en as qui bossent comme moi, Régis, Mickaël Ballet, où on lui doit énormément, qui nous apporte énormément sur la compréhension, etc. Et après, derrière les produits que tu en as, Learning to Scale, etc., tu en fais ce que tu veux. Donc, ça peut être. Mais moi, avec Time to Gemba, je me suis dit non, il faut que ça soit l'antichambre du lean si les gens veulent. Mais, et c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai aussi interviewé Thierry Pic, qui est plus sur une approche montessorienne. Il est sur son style, mais ses inspirations, c'est Pierre Rabhi, la frugalité, Montessori, le développement, c'est-à-dire le soutien des gens, la considération, etc. Le naturisme managérial. Je sors la vidéo dans quelques jours, quelques semaines. Donc, on la mettra, elle s'affichera sur le côté. Là. Mais voilà, et ça, ce type d'approche managériale, d'entrepreneuriat, j'aime. Et c'est ce que j'ai envie de démocratiser, ouvrir, etc. Ah, génial. Ok. Je vais venir sur un peu le rapport à l'argent. On est dans un... Tu vois, l'entrepreneuriat, finalement, je regardais il y a pas longtemps une vidéo d'Anthony Bourbon qui disait... Quelqu'un lui demandait pourquoi tu veux toujours de l'argent, etc. Et lui, il répondait que c'était l'indicateur clé de toute entreprise. C'est quoi ton rapport à l'argent, toi? Est-ce que tu as eu une période bling-bling? Est-ce que tu... Pas du tout? Est-ce que... voilà. Comment tu t'es face à ça et qu'est-ce que tu conseilles aussi aux gens dans leur rapport à l'argent? Moi, je conseille rien aux gens, ils se démerdent. Ouais. Franchement, là-dessus, Ouais. Non, mais après, moi, j'en gagne plus que ce qu'il m'en faut. J'en ai besoin, et ça, c'est un truc que j'ai pigé là, il y a quelques mois. J'en ai besoin de plus en plus d'argent. Ok. Ton rythme de vie change? Non, pas mon rythme de vie. Et c'est pour ça que, tu vois, je regarde la caméra et, tu vois, ça y est, j'ai passé le palier de la compréhension parce que j'avais une gêne. Ouais, je suis à la recherche de nouveaux clients. Oui, venez, Learning to Scale, si vous voulez passer dans le média Time to Gemba. Mais encore une fois, c'est pour la mission. Ouais, c'est ça. Moi, il y a 2-3 ans, quand j'avais pas ça, bah, j'avais pas. Ouais, je gagne très bien ma vie. Ouais, c'est ce que moi, je suis le meilleur asset. C'est-à-dire que je me forme un truc de dingue. Hein. Je lis, Voilà, après, c'est parce que j'adore ça. Je suis boulimique. Je suis ce qu'on appelle learning animal, quoi, tu vois. Donc, j'adore ça. Mais en soi, avant le média, non, c'était cool. Ouais. Donc, moi, le rapport à l'argent, c'est que j'en ai pas eu beaucoup quand j'étais gamin. J'ai eu des phases où mon père en avait un peu, mais c'était plus semblant qu'autre chose. Ouais. Donc, tu vois, donc bon, quand tu creuses, c'était pas vraiment ça. Mais et donc moi, non, moi je suis un gars qui adore vivre des expériences. Donc là, je me dis, putain, c'est la première fois que je me livre autant. Hein. Très bien, c'est que j'ai bien fait mon job. Donc, et je suis pas très matériel. Ok. Par contre, là, avec ma chérie et ces deux loulous, mais qui sont mes loulous à moi maintenant, hein, mais voilà, on a une maison, c'est cool, etc., avec le confort. Mais si je suis célibataire, moi 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, ça me suffit. Ouais, c'est ça. Oui, parce que je suis ce que voilà. Donc, t'es pas le profil ultra dépensier. Non, mais voilà. Mais tu l'as été un moment ou... Non, au contraire, mes potes, ils pètent un plomb. Hein. Ah ouais? Ah, ils pètent un plomb. Ils ont le dernier truc, le dernier machin. Moi, je dois me forcer. Quand c'est un truc pour moi, je dois me forcer. Ah ouais, d'accord, ok. C'est marrant ça. Ouais, et encore une fois, c'est un voyage thérapeutique. Hein. Bien sûr. Ce que j'ai vécu gamin a un impact, etc. Ouais. Mais par contre, je kiffe les réussites. Ok, ouais. J'ai un truc qui est...
ça me fait plaisir qu'une dirigeante d'un dirigeant réussisse, gagne de l'argent, etc. Ouais. Parce que je vois tout le truc qu'il y a eu, Mm. tous les moments où ça a pu partir en live, parce qu'on ne voit pas ce côté-là, quoi. Ouais. C'est un truc de dingue. On voit ça y est, j'ai revendu la boîte, ou ça y est, je suis riche, etc. Mais putain, tout le truc avant, Tout le parcours qu'il y a tout eu. le parcours, tout le stress, si t'es encore marié avec la même personne, t'as de la chance. Ouais. Ouais, c'est ça. Je veux dire, si t'as réussi à protéger la relation avec tes enfants, t'as de la chance, etc., etc. Donc c'est pour ça que moi je trouve ça énorme, quoi. Donc, non, moi j'adore voir, ouais, et j'ai de la chance parce que je suis en contact avec plein de dirigeants qui ont vendu leur boîte ou ont fait des opérations, ils ont de l'argent. Par contre, peut-être que j'attire ces personnes-là, hein, mais ils sont hyper simples. Ouais, c'est ça. Mais t'as déjà vu des profils qui, je sais pas, tu vois, par exemple, tu prends quelqu'un qui est très pauvre à la base et qui d'un coup gagne beaucoup d'argent au travers d'une revente de boîte ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça peut donner cette envie-là d'un peu péter un câble, tu vois, comme un gagnant au loto. Bon, pas à ce point-là, parce qu'évidemment, comme tu le dis, il y a tout le parcours avant de réussir à vendre une boîte qui est énorme. Mais il y a un peu ce rapport à l'argent qui peut être mauvais au départ quand on gagne une grosse somme. Moi, j'ai plus vu l'inverse. Ouais, plus vu l'inverse. Après, peut-être parce que je suis pas dans la sphère, je suis pas dans certaines sphères. Ouais. Après, tu vois, Anthony Bourbon, je le connais de Qui veut être mon associé et en regardant des vidéos, mais je suis pas dans la sphère d'Anthony Bourbon, donc je peux pas juger, etc. Et en plus, c'est des sphères où tout naturellement, sans jugement, hein, bah, j'irai pas parce que elle m'attire pas plus que ça. Ok. Ouais. L'entrepreneur m'attire énormément. Le produit m'attire énormément. Quand je regarde Qui veut gagner, qui veut gagner des millions, quoi, qui veut être mon associé, je suis fan, etc. Mais après, le milliard, je le comprends. Ouais. Je crois que c'est le milliard qui veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Je le comprends. Ouais. Je comprends. Son storytelling, je le comprends. J'ai intellectualisé le truc, tout le truc derrière. Mais c'est pas le mien. Ouais, mais par contre, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce que je vois beaucoup, moi, c'est au contraire, les gens qui ont gagné de l'argent et qui ont du mal à le dépenser. Ah ouais, d'accord, oui. Ok. Mais c'est marrant parce que du coup, toi, en fait, toi, ton indicateur clé, ça va plutôt être la réalisation de ta mission plutôt qu'un objectif cible en termes monétaires, quoi. Tu vois, là où certains ont cet objectif du milliard, oui, mais toi, par tu as contre, cet objectif des 100 000 à accompagner. Ouais, par contre, là, je l'ai associé à, il faut quand même un chiffre d'affaires maintenant qui rentre, mensuel, donc qui doit évoluer, etc. Et je suis intimement convaincu que si tu prends, c'est Anthony Bourbon, que tu as dit, lui, il tordrait le game différemment. Ouais, bien sûr. Il a faim, il a vécu d'autres trucs, etc. Ouais, ça serait, lui, il prendrait mon truc, il me dirait, mais attends, qu'est-ce que t'es fou, fais-le comme ça, fais comme ça. Et potentiellement, il aurait raison. Ouais. Parce que ça dépend aussi de ta personnalité, comment t'es, etc. Donc, c'est même intéressant. Si t'es là, Anthony, tu peux regarder la vidéo et tu me donnes, c'est toucher les 100 000 le plus rapidement possible, quoi. donc voilà, quoi. Parfait. Tout à l'heure, on parlait d'un truc qui est hyper intéressant, c'est un peu les émissions qu'il peut y avoir. Donc là, tu t'as cité Qui veut être mon associé. Très bonne émission. Tu dis que t'adores. Toi, c'est quoi? T'aimerais bien faire partie du jury, par exemple, de Qui veut être mon associé, de pouvoir t'associer? Non, oui, j'aimerais faire partie du jury, mais non, j'ai pas du tout les compétences pour y faire partie. Je veux dire, quand par exemple, tu vas, toi, investir dans des entreprises, oui, est-ce que t'as un peu ce rôle-là aussi de oui, mais à mon niveau, mentorer. C'est pour ça que je dis petit investisseur. Hein. Bien sûr. Somme, pas une... Non, mais c'est cool, parce que moi, on est tous des courbes d'apprentissage. Donc, alors peut-être que je suis largement meilleur que d'autres, mais je me sens moins fort que, par exemple, Gabriel Laurençon, qui a un club d'investissement qui s'appelle Léonis Invest, avec qui voilà, je suis en contact, je suis dans son club, etc. Et il est 100 fois plus fort que moi. 100 fois plus fort que moi, et c'est cool. Moi, je pense qu'il faut, et ça, c'est un truc que m'a dit, je crois, Mickaël ou Régis, c'est vrai qu'il faut que tu discutes avec... idéalement un tiers de personnes beaucoup plus fortes que toi, un tiers de personnes qui sont à peu près le même nom et un tiers moins fortes que toi. Et c'est pas une notion de bien, mal, péjoratif, etc. C'est juste que ça tire ta progression de dingue. Donc je suis content qu'il y ait des gens beaucoup plus forts que moi et comme ça c'est cool, c'est-à-dire que je peux progresser. Ouais, c'est clair, bien sûr. À propos de toujours des émissions, t'as Patron Incognito
Ça, j'adore. Et ouais, et toi, donc là, c'est un truc que tu adores. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toi, tu avais ce côté-là où tu avais envie de mettre patron, mais on va dire cognito, pas incognito. Bah, la pratique du Dans le lean, lean. quand tu commences à pratiquer, c'est pour ça qu'on j'ai appelé le média Time to Gemba. Mhm. Gemba étant va sur le terrain à la rencontre de Mhm. clients, collab, partenaires, peu importe, là où la valeur est créée, là où il y a de l'étincelle de valeur. Et donc l'idée c'est, je vais régulièrement sur le terrain, mais quand j'y vais pas pour contrôler, fliquer, Ouais, voilà, engueuler, ce truc. j'y vais pour vraiment m'intéresser. Mhm. À m'intéresser, à compréhension. J'ai une idée, c'est pour ça qu'au début, le média, on l'a appelé Wall the Talk. Mm. Et on a changé le nom parce que vu qu'on veut faire un truc gros, Mm. on s'est dit Wall the Talk est pris, donc on ne va pas avoir de problème. Et on l'a Bien sûr. renommé en Time to Gemba. Mais Wall the Talk, c'est l'aller-retour, tu vois. Mm. Je dis un truc, je vais sur le terrain pour le faire, et c'est cet aller-retour qui me plaît énormément. Mm. Et donc l'idée du Gemba, c'est allons sur le terrain, j'ai une idée de la réalité, j'ai une image de la réalité, je vais sur le terrain pour me confronter, et j'apprends. Mm. J'apprends, je crée des conditions, moi j'apprends, j'oriente, je crée des conditions, les gens apprennent, etc. etc. Et c'est pour ça que Patron Incognito est une super émission. Mm. Parce que moi, quand je la regarde, j'adore, parce que déjà, j'adore le... Tu sais, je touche comme ça, j'adore les produits. Ouais. J'adore comprendre, etc. Le seul truc que je trouve étrange, dommage, bizarre, je sais pas comment, c'est ouais, pourquoi tu te retrouves dans une situation où tu es obligé d'être incognito. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Si tu prends des boîtes qui pratiquent le lean comme Aramis Soto, Nicolas Chartier, Conto, Steven Avi ou d'autres, hein, il n'y a pas de... Oui, bien sûr, il y a une pression. Mm. Jonathan Vidor de JV Web, ou même Romain et Arthur de la Brigade de Héros, il y a non, je viens sur le terrain, mais je m'intéresse. Donc peut-être qu'au début, c'est bizarre d'avoir le rôle dirigeant qui descend sa tour d'ivoire pour voir, Mm. mais au contraire, c'est plutôt je vais pour réellement m'intéresser, comprendre. Ouais. Et c'est dingue, à chaque fois que tu fais un Gemba, il y a des pépites. Ouais. C'est vrai que tu as raison, ça fait vraiment une espèce de fracture, comme si le patron descend de sa tour d'ivoire, comme tu dis, en mode incognito pour venir contrôler. Et c'est vrai qu'il y a une image un peu plus, on va dire, vicieuse que si c'était une vérification plus permanente et une écoute plus qu'un contrôle. Le message, c'est pas de dire le dirigeant doit retourner sur le terrain et faire de l'opérationnel. C'est par contre, le dirigeant va régulièrement sur le terrain. Est-ce qu'il a une idée de là où il veut amener la boîte? Ça, si tu discutes avec un Sandy Bourmont, je pense qu'il a une vision de à X temps où est-ce qu'il veut amener ses entreprises. Et une fois, si tu as l'occasion, tu lui poseras la question si tu le connais. Je pense que tu le connais. Mais de se dire, bah voilà, je vais sur le terrain, mais je vais sur le terrain pour essayer de comprendre. Ouais. La réalité, être au plus proche du terrain. Et plus la boîte grossit, plus tu as de strats, etc. Pour des raisons légitimes. Hein, et j'ai pas de... Mais par contre, l'idée, c'est de se reconnecter en permanence du terrain pour pouvoir comprendre et ajuster en permanence. Et quand tu fais ça, bah, tu recrées de la considération, de l'engagement. Tu comprends que je vais dire opératrices, opérateurs, mais c'est pas méchant, mais opèrent dans un système qu'ils n'ont pas choisi. Tu vois, par exemple, si tu prends RSM Sophia, on pratique le lean depuis 6-7 ans. Bah, c'est un cabinet d'expertise comptable, sociale, etc. Ils ont des suites logicielles, Silae, Penina, etc. Les opérateurs n'ont pas choisi ces outils-là. On peut demander l'avis, hein, mais donc ça veut dire que quand à un moment donné tu déploies un logiciel, bah, toi tu es bien placé quand tu fais des trucs vidéo. Ouais. Bah, si demain, ce que je te souhaite, ça va marcher, tu as 10, 15, 30, 40 personnes qui montent. Est-ce que tout le monde a son logiciel? Oui, non. Ouais, c'est ça. Si tu choisis un, tu le déploies, comment les gens se l'approprient, etc. Ouais. Et c'est hyper intéressant de comprendre. Je pense que c'est une des premières conneries que j'ai faites. Ouais. M'a amené à m'intéresser au lean en 2009 avec Olivier, mon associé. Ouais. Quand on n'avait pas Factory, on travaillait pour la grande distrib. Ok. Et ils nous donnaient leurs tracts promo. On les dématérialisait et on les amenait sur le web. Ouais. Donc vraiment, c'était 3, 4, 5 tracts par semaine. Okay. Et à un moment donné, on décide avec Olivier de dire on va faire un logiciel qui va nous extraire les images de manière automatique. Et comme ça va aider toutes les équipes, etc. D'accord. Ouais. Donc tu vois, on a la stratégie descendante. Bon, à quelques mois après, tu t'aperçois que ton logiciel pour traiter les images, il marche. Mais il a foutu la grouille post-prod, il a foutu la grouille, etc. Donc là, tu as injecté une connerie.
Mm. Tu as créé de la méfiance au niveau des équipes, tu sais, en termes de capital humain, capital social. Ouais. Quand tu vas sur le terrain et que tes équipes te disent mais attends, qu'est-ce que t'as foutu, etc. Tu as mis de l'argent sur la table. Ouais. Ce que j'entends dire, c'est qu'il y a des projets qui marchent, hein, mais il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Mm. Et donc l'approche, c'est plutôt allons sur le terrain régulièrement pour pouvoir pointer les bons sujets d'apprentissage, clarifier les savoir-faire sur lesquels il faut investir, amener les gens à faire du Kaizen et surtout créer les conditions où les gens s'approprient l'environnement eux-mêmes. Ouais. Très Et, intéressant. et comme ça, droitier et gaucher, c'est pas pareil. J'étais chez TEUS Industrie la semaine dernière, on a fait un time to Gemba chez eux. Ils font des cheminées focus, des objets extraordinaires. Ils sont passés de une cheminée avec 15 pièces, foyer ouvert, à foyer fermé, plus de 300 pièces à l'intérieur. Tu imagines l'impact que ça a sur l'ingénierie, la prod, sur la manutention, etc. Bon, voilà, l'idée, c'est d'investir sur les gens, sur les managers de proximité, sur les opérateurs. Parce que oui, tu vas faire des choix stratégiques au niveau de la boîte, mais par contre, l'objectif, c'est comment tu ramènes de la conscience du terrain pour que les gens te fassent des retours en disant vous avez fait ce choix, ceci, ce choix, cela. Et là, c'est la table est trop basse, la table est trop haute. Ouais. Vous avez choisi de mettre un truc ici, mais ça tourne pas. Et donc, quand tu crées les conditions, les opérateurs se l'approprient, font des changements, et c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que Toyota est vraiment impressionnant, parce que c'est une boîte qui, à chaque crise, est de plus en plus forte. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais à chaque crise, ils se prennent un tsunami, je crois en 2011, et un an et demi après, ils ont des chiffres de ouf. Ils reconstruisent tout à la vitesse de la lumière, etc. Ils prennent... Pourquoi ? Parce qu'ils ont, de manière conscientisée, le fait qu'ils développent une entreprise résiliente, capable de s'adapter en permanence à tout. Et c'est pour ça que TEUS s'investit sur le Lean, parce que la boîte a 100 ans d'histoire, et le projet, c'est encore là pendant 100 ans. Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Je reviens juste sur une dernière émission dont on a parlé tout à l'heure, qui est Cauchemar en cuisine. Je vais aller le filmer. Je vais aller filmer. Ouais. Je te bêche. Ouais, c'est ça. Parce que j'adore la food. Donc, ouais, c'est ça. C'était intéressant de voir ce process de tester la cuisine, enfin tester le restaurant avant d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe derrière et pourquoi ça a merdé sur tel ou tel point. Et ouais, c'est une très belle émission. Moi, j'adore. Alors, je regarde peu la télé, donc j'ai pas tout. Je pense que j'aurais pu regarder beaucoup plus, mais j'aime beaucoup parce que déjà, il regarde la devanture, la perception du produit. Mon mentor me dit beaucoup qu'un produit est une émotion. Donc, c'est cette perception. 2, il se met à la place du client. Il vit. On a mangé, c'est comment le petit poussé ? Le petit poussé, ouais, c'est ça. Le petit poussé à Paris, extraordinaire. Donc voilà, on a super bien mangé. Tu vois, si je devais donner un avis, service à table très agréable, très rapide, le sourire très rapide. Voilà, boum, c'est très bon. Voilà, toute l'expérience se passe bien. Et puis après, il va en cuisine. Et après, il regarde le PNL, les comptes. Et c'est rigolo parce que je vois pas mal de parallèles avec ce que je fais. À un moment donné, quand je découvre une boîte, idéalement, je vais au service client. Est-ce que votre client vous parle ? Oui, non. Pourquoi ? Réparation, ajout de valeur. On va au cul de l'usine ou de la boîte. La livraison, est-ce que vous respectez les délais, la qualité, etc. pour monter, etc. Je trouve qu'il a un cheminement... c'est cohérent. Après, il a son style aussi. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant si tu fais le parallèle. C'est vraiment son personnage, quoi, qui est... Personnage, mais alors, je l'ai jamais vu, j'ai jamais discuté avec lui, donc je sais pas si c'est... j'ai jamais discuté avec un restaurant qui a vécu l'expérience, donc j'ai envie d'y mettre l'hypothèse que c'est vrai, mais ça peut être faux. Bien sûr. Mais souvent, quand tu te fais coacher par des praticiens lean, que certains appellent sensei, sensei étant plus avancé que toi, tu te fais remuer. Mais vraiment, tu te fais bouger. Et au début, tu comprends pas. Après, chacun son style. Mais l'idée, c'est que, vu que ça part du postulat que ce qu'on fait est conditionné par nos croyances, nos modèles mentaux, etc., le rôle, c'est à un moment donné, si tu fais un truc d'une certaine manière, c'est pour t'éveiller sur un autre geste ou te montrer une autre réalité, il faut choquer. Donc après, chacun a son style.
Et tu vois le truc, tu peux choquer, mais avec des mots, avec l'effet tornade, en criant, en faisant un show, etc. Mais il y a toute une. C'est pas fake. Ouais. Il y a vraiment toute une réflexion derrière sur ce qu'on appelle un reframe. Il faut que à la fin de la session, tu aies changé d'avis. D'accord. Ouais. T'as remarqué qu'à la fin, je sais pas si t'as déjà vu l'émission, mais Ouais. à la fin, il faut qu'ils aient changé d'avis. Bien sûr. Et changer d'avis, c'est pas. Au fait, il faudrait que tu changes de lumière. Ouais. Ouais, c'est pas... Si tu étais déjà en train de changer d'avis sur les lumières, c'est cool. Mais si tu penses que tes lumières sont bonnes, toi le truc. Donc c'est pour ça qu'il y a. Non, une émission très 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 intéressante. Et le parallèle que je suis en train de faire avec la food, c'est qu'on va lancer ça à la fin du mois. Vu que ma mission, c'est de rendre accessible ces approches-là de management entreprenant, apprenant, et de créer de l'enthousiasme sur le management et l'entrepreneuriat. À la fin du mois, on teste approfondir vos pratiques de management et on va cuisinant. Ok. Donc, pendant 2 heures, tu arrives. Donc, quelques jours avant, il y aura un thème. Comment je m'approprie mon environnement de travail, la relation entre moi et la machine, la relation entre moi et le four. Mais quand tu es dans la relation entre moi et ma console, c'est un truc, la relation entre moi et mon logiciel de paye. Ouais, c'est ça, ça peut être... Mon objectif, c'est de faire les parallèles avec le monde pro. Ok. Mais par contre, je vais utiliser la food. Très intéressant, ouais. Donc, c'est comme en cuisine, tu fais un appareil, après, tu en fais ce que tu veux. Mais là, c'est... Voilà, donc, et c'est un test, fin du mois. J'ai déjà plein de gens qui m'ont dit oui pour participer au test, donc c'est cool. Et mon plan, c'est plutôt, c'est dur de manager. On n'a vraiment pas été formé. Learning to Scale, pour moi, c'est vraiment une académie de coaching vraiment puissant. Mais un peu avant, ça peut donner envie aux gens de s'y mettre. Et c'est cool. Et ça permettrait de créer du teamwork. Tu vois je prends que 2 heures sur mon temps de travail, etc. Le plan, c'est de tester avec la food et juste après, de tester avec le sport. D'accord, ouais, c'est ça. Ok, génial. Je voudrais venir sur un point aussi. Tu as beaucoup parlé de tes mentors, de le fait aussi, bon, ça plus perso, mais que tu suis une thérapie. Tu te fais du coup accompagner, que ce soit dans tes choix, dans ta santé mentale ou dans ce que tu fais dans la partie pro. C'est quoi l'importance pour un entrepreneur de se faire accompagner au quotidien ? Je peux répondre, moi, c'est quoi l'importance pour moi ? Pour toi aussi, ouais, évidemment. Et après, tu inviteras d'autres entrepreneurs et donneront leur réponse. Bien sûr. Franchement, moi, je me fais accompagner parce que, c'est dur. C'est dur de... C'est Michael qui me disait ça un jour, qui est un de mes mentors aussi. Ok, ouais. Tu sais pas ce que tu sais pas. Ouais, bien sûr. D'une certaine manière. C'est pour ça que quand Gabriel m'accompagne sur des investissements ou la gestion financière de mon patrimoine perso, il en sait beaucoup plus que moi. Ouais, bien sûr. Il a fait beaucoup plus de choses que moi. C'est cool. Donc, quand je me fais accompagner par Raphaël, qui est coach sportif et qui fait des marathons en 2h30, ouais. Il a fait beaucoup plus de choses que moi. Tu vois. Ouais. Donc, il y a déjà une dimension de t'es crédible, t'as déjà vécu. Donc, tu vois, il y a une notion de mentoring, expertise, compétence. Il y a aussi tiens, tu me donnes envie. Et je m'associe ou je m'associe dans le sens à quelqu'un qui a déjà fait le geste et donc je me rapproche d'une certaine manière en le faisant. C'est Maxime Barbier Time Left qui a une newsletter qui est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire quand tu veux atteindre un challenge, associe-toi à quelqu'un qui l'a déjà réalisé. Ouais. Parce qu'il n'en soit pas con. C'est vrai. Donc voilà. Donc ouais, c'est tout ça qui m'amène à me dire oui. Après moi, je suis depuis très très longtemps, donc depuis dès que j'ai commencé entre guillemets ma carrière professionnelle, je suis un pur produit autodidacte. Ouais. Donc tu vois, j'ai dépassé le imposteur. Ouais. Parce que ça y est, c'est fini le côté imposteur. Hein. Je bosse tellement, j'ai tellement pris de coups et j'ai tellement investi que il n'y a plus de notion d'imposteur. Ouais. Mais il y a une notion d'autodidacte. Et donc il y a une acceptation très tôt de oui, pour apprendre, il faut quelqu'un qui t'accompagne. Ouais. Voilà, après, il y a qui, comment, etc. Mais, voilà. Et donc, sur le plan
tête, douleurs passées, mes comportements, etc. Donc j'ai des phases. Des phases où il y a quelqu'un, des phases où il n'y a personne, etc. Sur le plan très cognitif, où là, genre demain, je suis avec Michael Ballet, l'Académie Lean Engineering, qui est un groupe d'ingénieurs, et là, il va nous challenger, il va nous torturer sur la partie produit. Ça fait 7 ans que je fais ça. Ok. C'est génial. Ce qui me permet de te donner des éléments de réponse sur la conception produit, et ce qui me permet de, en si peu de temps, en regardant ton podcast, tu es d'accord que je n'ai pas d'avoir une grille de lecture et d'une analyse. Parce que j'ai des modèles de suite dans la tête, etc. Parce que tous les mois, on bosse, quoi. Carrément. Donc, mais donc là, en gros, là, pour dire, tu as, en termes de mentor, parce que j'ai vu que tu en avais pas mal, tu as du coup un coach sportif, un coach sur tes dépenses, un coach conception produit. C'est quoi les autres Vente. Vente, ouais. Tous les sujets sur lesquels je suis pas bon et que je dois progresser, j'ai un coach. Donc là, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, Rémi, sur la partie vente. Mais pareil, je cherche le coach qui correspond à mes appétences. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que là, c'est plutôt comment je facilite l'acte d'achat, comment finalement, c'est pas spécialement une vente, c'est une conversation avec des gens qui ont déjà les problèmes et c'est juste comment il faut que je sache pitcher, ralentir, poser les bonnes questions. Tu vois, je fais le geste, je l'ai eu hier soir. Donc je te fais coucou Rémi. Mais donc voilà, il faut trouver ses mentors, ses coachs. Ça aussi, c'est un truc dans les Marvel, ou tu sais, dans Doctor Strange. Tu l'as aussi dans Game of Thrones. C'est-à-dire que c'est l'élève qui va chercher le maître. Ah oui, ouais, c'est ça. C'est un peu la partie, en plus, storytelling, d'aller... Mais quand il réfléchit, pour moi, la morale derrière, c'est... Les gens n'ont pas envie d'être... Il n'y a que ceux qui veulent vraiment, qui sont coachés ou accompagnés ou mentorés, tu vois ce que je veux dire. Même là, dans le réseau Entreprendre, il y a des accompagnements qui se passent bien et qui se passent mal. Il y a un fit, il y a une rencontre, et la première personne qui doit faire le pas, c'est la personne qui veut se faire coacher. D'accord, J'imagine que c'est comme je te disais tout à l'heure, en sauveur-sauvé. Ouais, c'est sûr. Si tu n'as pas déclaré une demande et un problème et que tu n'as pas réellement envie de bouger, etc., sauf si je te matraque, mais c'est à toi de faire le premier pas, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je vais... Tac. Ouais, je vais passer... je vais plus ou moins finir cette interview, ce podcast, en parlant, tu l'as déjà évoqué plusieurs fois, mais de la rencontre que tu as faite, une rencontre qui t'a bien marqué il y a quelques jours, quelques semaines, avec Thierry Pic, qui a plus de 4200, 4500 4500 collaborateurs, à vérifier, mais... C'était quoi les traits de personnalité, les choses qui t'ont fait t'en rappeler? Dans mon voyage personnel, tu sais, moi, ce qui me botte, c'est l'entreprise apprenante. Créer les conditions où les gens sont considérés, évoluent, etc. L'année dernière, pour l'émission Time to Gemba, j'ai interviewé, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais j'ai une émission où je vais à la rencontre d'entrepreneurs. Et l'idée, c'est que j'aille avec eux sur le terrain pour essayer de comprendre leur réalité et rattacher avec leur challenge. Donc, tu vois, TUS, c'est 100 ans d'histoire, on doit évoluer nos produits. Ok, Mathieu, c'est quoi ta stratégie? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Ça. Allons sur le terrain et discutons avec les gens. Donc, j'ai interviewé Stéphanie, qui est une école bilingue Montessori, Happy Forever School. J'adore, je te fais un coucou Stéphanie. Et d'un seul coup, ça m'a fait un déclic en me disant, mais merde, tout ce qu'elle me raconte, j'avais vaguement entendu parler de l'école Montessori. C'est un sujet, je n'ai pas d'enfants, elle a des enfants, on est ensemble depuis 3-4 ans, donc je découvre cette zone-là. Et j'ai dit, waouh, j'adore. C'est une approche centrée sur l'élève, ça, le prof est un guide, l'élève a un espace d'exploration. Je ne vais pas faire tout le topo, mais il y a plein de trucs. Et je me suis dit, waouh, il y a plein de parallèles avec l'approche Lean. Et est-ce qu'il n'y a pas des boîtes qui s'inspirent de ce style de management? En creusant, tu vois qu'il y a des... Sans me tromper, je crois Stephen Curry, je crois Jeff Bezos, je crois que... Facebook, il y a pas mal de gens qui ont fait l'école Montessori. Peut-être un truc à comprendre. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait l'école Montessori, qui ont super bien réussi. Donc, bien sûr. Ça ne veut pas dire vraiment, c'est intéressant. Et en creusant, discutant, je ne sais plus quel dirigeant me conseille un bouquin qui s'appelle Bienvenue chez les fous. Laveur de carreaux. Et c'est l'histoire de Thierry Pic jusqu'à la revente de son entreprise à son fils Édouard, où il le paye bien plein pot.
Et c'est un bouquin extraordinaire, j'ai adoré, sur le naturisme managérial. C'est-à-dire, ils partagent tout, les salaires, ils ont un niveau de transparence. Donc, Ils ont ouais, vraiment c'est un ça. niveau de confiance très élevé sur les Ok. gens. Chacun sait combien gagne l'autre, etc. Il n'y a pas de tabou sur l'argent, par exemple. Non, il n'y a pas de tabou sur l'argent. Ok. Voilà. Après, comme il explique, c'est pas un truc qui s'est fait du jour au lendemain, c'est un Bien truc sûr. qui s'est construit. C'est un truc qu'ils ont déjà dans leur ADN. Donc, Hmm. lui, il dit attention, si t'es une boîte transactionnelle contrôlante et que tu mets du jour au lendemain ce truc-là, ça risque d'être rock'n'roll. Mais voilà. Mais très, très intéressant, les aspirations, approche montessorienne, comment créer. Comment on redonne une place centrale au collab, la confiance, beaucoup, ouais, le courage managérial. Et donc, ouais, donc ça sort dans une semaine, le podcast. Et c'est une rencontre qui m'a énormément plu. On est resté beaucoup sur la compréhension en interne de la boîte. Et on va se reparler sur la dimension plus croissance, D'accord, ouais. pépette. Ok, c'est génial, parce que comment, par exemple, une entreprise comme ça va faire comprendre aux collaborateurs qu'elle recrute qu'ils fonctionnent comme ça, parce que c'est quand même très différent des entreprises traditionnelles, on va dire, du management traditionnel. Comment tu fais lors d'un entretien pour expliquer à la personne que tu es en train de recruter que bah, toi, tu travailles comme ci, comme ci, comme ça, qu'il y a plein de points à voir, comment ça se passe? Aucune Ça se idée. vient naturellement, tu penses? J'en sais rien du tout. Ouais. Il faudra demander à Thierry s'il Ouais. est dispo. Il commentera la vidéo. S'il a envie d'être. Déjà, si tu peux commenter, mais deux. Mais ouais, on pourra faire un short ou un réel. On lui pose la question. Exactement, ouais. Ou sinon, il pourra venir directement dans ton podcast. Avec grand plaisir, ouais. Te répondre. Mais Je t'invite avec grand plaisir. Mais vraiment, ils ont beaucoup de choses à raconter. Et oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, un truc que je comprends de plus en plus, là, depuis 2-3 ans, sur lequel j'ai changé d'avis. Au début, je trouvais totalement bullshit les valeurs, mission, tous les trucs comme ça. Dès que je voyais ça, je disais, j'avais des boutons. Ok. Peut-être parce que je voyais des trucs qui ne parlaient pas, etc. Ouais, ou alors que c'était des valeurs faussement ancrées, juste pour faire bien, quoi, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais tu vois, si tu vois mon président Réseau Entreprendre, qui est une belle boîte cause à effet dans le sud de la France, il recrute des donateurs pour SIDAction, les ONG. Lui, la mission et les valeurs, elles sont posées, elles sont hyper claires, hyper importantes. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen aux gens de s'identifier, de s'auto-évaluer en permanence par rapport au projet, et celles qui sont hors vision, tu vois, sortent tout naturellement du projet. D'accord, ouais. Et c'est là où il parle de courage managérial, des gens qui n'adhèrent pas aux valeurs et à la mission. Pourquoi tu es encore là, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi qui prône un management aidant, apprenant, moi qui prône un mouille-toi, va sur le terrain, soutiens vraiment les gens, tu vois ce que je veux dire. Si je travaille avec des gens qui n'adhèrent pas à ces valeurs-là, ça va pas le faire. Donc tu vois, j'ai hyper intéressant. Ok, génial. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir. Est-ce que tu m'autorises un truc? Bien sûr, bah, je vais te faire le petit instant promo là. C'est vrai? Ouais. Ah non, moi c'est pas l'intention. Ah c'est pas ça? Vas-y, mais je te laisse avec grand plaisir. J'ai un truc dans la poche. Ah génial. Et donc ça, bah voilà, donc c'est le même qu'on peut retrouver ici. J'aimerais te l'offrir. Ah c'est génial. Merci beaucoup. J'aimerais te l'offrir et donc l'idée c'est que faire un gros plan dessus. Voilà, l'idée c'est que je te l'offre. Donc merci c'est une beaucoup. Statuette, c'est un porte-bonheur. Ouais. Et la question que tu vas te poser, c'est quel est le vœu que tu vas faire? Je t'invite à faire un vœu pro. Bien sûr. Perso, si t'as envie, mais après. Et donc, fais le vœu, colorie le premier œil. Idéalement, pose-le en hauteur quelque part, etc. Et normalement, il t'accompagnera, il enlèvera les mauvaises ondes. Et le jour où tu auras atteint ton vœu, voilà. Moi, ce que ça m'aide, c'est que régulièrement, ça me dit, ouais, pourquoi je fais le truc. Ok, ouais. Ça me fait plaisir de te l'offrir. Bah, c'est génial, merci beaucoup. Bah, en plus, ouais, tu m'avais déjà marqué un peu avec ça lors de notre première rencontre où on avait discuté de ça. Et donc là, le principe, c'est que je colorie un œil d'abord et après, en espérant colorer le deuxième au plus vite, quoi. Alors, tu pas en espérant, le jour où tu auras atteint ton vœu, tu colleras le deuxième voilà, au plus vite. Et si au bout d'une certaine période, tu n'arrives pas à atteindre ton vœu, je crois que la légende dit on le brûle ou on le casse. Ah d'accord, ok. Je crois. Il y a des et donc, il faut mettre un temps limité, tu penses Moi, j'ai pas mis de temps non. limité. Ok. Donc, génial. Ouais, écoute, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup.
Je sais exactement le mettre dans mon bureau et puis je le verrai, Cool. tous les jours. Super, impeccable. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai passé un super bon moment. Et ben moi aussi. J'espère que les gens qui nous ont écoutés aussi. Carrément. Mais je pose une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite en 2025? On est en février, c'est 100 000 personnes. 100 000 personnes. Alors. Non, ce qu'on peut me souhaiter sur 2025, ouais, c'est toujours l'énergie. Donc c'est plutôt cool, j'ai la bonne énergie, il se passe des très très belles choses. Donc toujours garder cette flamme et cette énergie et de continuer sur la lancée. Hein. Donc voilà, le test fin du mois sur renforcer ou approfondir vos pratiques de manager avec la cuisine. Ouais. Je t'enverrai quelques photos. Avec grand plaisir. Ouais. Et puis on les mettra dans le podcast s'il n'est pas encore sorti à ce moment-là. Exactement. Ah, donc ça veut dire qu'il est en train de nous dire qu'il a déjà du stock de podcasts à sortir. Donc voilà. C'est justement là, je suis en train de faire le stock. Non, et après, des nouveaux programmes là qui sortent, Learning to Scale, mais dédiés aux métiers sales, métiers tech, métiers ops. On avait des programmes qui marchent vraiment bien. On a plus de 1000 personnes qui sont passées en un an dans l'académie, donc c'est plutôt cool. Mais on a eu une demande assez flagrante de ça serait cool qu'on ait des programmes vraiment dédiés à des vendeurs, à des ops, etc. Donc ça va, c'est sorti, et donc on nous souhaite d'avoir énormément de gens pour avoir des retours, apprendre et continuer à progresser, quoi. C'est génial. Ok. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi? Et ben moi, c'est l'évolution de ce studio, l'évolution de Creators, mon entreprise, où j'espère avoir un maximum de personnes que je peux aider à justement se développer sur les réseaux sociaux, grandir sur les réseaux sociaux. Il y a encore trop de personnes qui ont des blocages par rapport à ça. On en parlait tout à l'heure, devant la caméra, devant faire des photos, communiquer et parler un peu de ce qu'on fait. Il y a énormément de gens qui ont peur de ça, et moi, mon objectif, c'est d'essayer de les aider au maximum, pouvoir les aider à enfin parler de leur activité sans gêne. Je suis très bien reçu, et en plus c'est très très beau. On se sent hyper en confiance, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est gentil, merci beaucoup Christophe. Pour les personnes qui nous écoutent, on peut retrouver Christophe sur sa chaîne YouTube qui sera évidemment dans la description, avec son émission Time to Gemba, où justement, comme tu le disais, tu vas dans les entreprises, tu analyses l'entreprise et tu interviews le dirigeant. T'as un autre format aussi d'ailleurs qui va sortir avec l'interview pure des dirigeants. L'interview pure des dirigeants, j'ai d'autres formats qui vont sortir, des interviews de praticiens lean, ou de gens qui pratiquent des méthodes alternatives au command and control, mais des formats plutôt sympas avec son téléphone sur le terrain. Génial. Donc la prochaine, c'est Jérémy, la semaine prochaine. Il sera dans un atelier et il nous montrera sa réalité de terrain. Encore une fois, le principe de Time to Gemba, c'est qu'il faut que ça transpire, je dirais même que ça pue le terrain. C'est ça l'objectif. Et après, peut-être une newsletter, où là, on est sur un format avec un peu plus de réflexion. Mais l'idée, c'est, en moins de 5 minutes, j'ai 2-3 tips, 2-3 outils, 2-3 changements de perspective pour soutenir les managers et les dirigeants avec qui j'ai la chance de soit bosser ou soit d'être en contact. Donc c'est plus une newsletter outil, et ça aide, ça a vocation d'aider les gens à les soutenir dans leur travail, quoi. Ok, génial. Bon, encore merci. Et merci à toi pour l'invitation. Et puis j'espère à très bientôt. À dans 2 ans. À dans 2 ans. Pour parler Dubaï, que je suis milliardaire et que j'ai quitté la France. Et on fera ça depuis une tour à Dubaï. Exactement, donc c'est ça, super. Ça marche. Allez, merci beaucoup, Christophe. Salut, c'est beaucoup.